On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la semaine de la déficience intellectuelle, sensibilisation. Vraiment difficile la COVID pour cette clientèle-là en particulier. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la protection des boisés avec un moratoire qui a été voté unanimement sur l'initiative d'une conseillère, mais avec aussi quelques amendements par le groupe majoritaire. Nouvelle importante pour l'environnement, pour le développement durable, c'est ce moratoire sur les boisés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a eu un vote unanime, il y a eu un débat évidemment, il y a eu des amendements, mais il y a eu un vote unanime quand même du Conseil sur ce moratoire à l'initiative de la conseillère Marilyn Charbonneau qu'on rejoint à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, quelle est cette initiative au fond de mettre en place un moratoire sur les boisés là, qui va être valide pour les 12 prochains mois? Oui, bien, d'entrée de jeu, je tiens juste à dire qu'on n'a pas réellement un moratoire parce qu'il y a eu un amendement qui a été fait à ce moratoire-là qui enlève finalement toutes les dents que le moratoire aurait pu avoir. L'initiative, c'était de justement prendre un temps de recul, c'est-à-dire empêcher le développement ou le nouveau projet ou l'ouverture de rues dans les milieux naturels qui sont en zone blanche puis qui ne sont pas encore protégés. On peut penser à la Pinède, on peut penser au golf et il y a d'autres terrains dans d'autres districts, mais c'est probablement les deux plus importants qu'on a présentement. Puis, Mme Marcoux, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue faire un amendement qui retirait du moratoire l'ensemble des priorités de développement. Alors, dans les priorités de développement, les golfs sont inclus. La Pinède y figure, mais n'est pas planifiée, puis il y a d'autres espaces qui s'y retrouvent. Là. Bon, de ce que j'ai compris, elle invoquait un risque de poursuite, c'est-à-dire que la Ville aurait pu s'exposer à des poursuites concernant des projets en cours. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Bien, en fait, moi, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai fait un copier-coller d'une résolution à laquelle Mme Marcoux, entre autres, et les neuf, ont appuyé en 2014 sans avoir ce débat-là. Fait que j'ai pris le soin de garder un libellé qui était connu, qui avait été testé par la Ville et qui avait été accepté de façon consensuelle des années antérieures. Alors, non, il n'y a pas de poursuite ou etc. Puis de toute façon, c'est une décision de la Ville. On dit qu'on veut protéger les milieux naturels, qu'on veut offrir une meilleure qualité pour nos citoyens. Bien, en fait, c'était le moment là, de montrer un peu de courage politique, puis de faire face à la musique. Bon, une fois l'amendement passé, vous avez quand même voté en faveur de la résolution. Bien, en fait, nous, on est en faveur du moratoire. On veut le moratoire. On est contre l'amendement qui venait carrément changer la résolution. Alors, c'est évident que nous, on voulait la résolution sans l'amendement qui a été fait par le groupe. Okay. Mais dans les faits, là, le moratoire qui a été voté par le Conseil, incluant cet amendement, maintenant, il s'applique sur quoi pour que les gens comprennent? On comprend ce qui est inclus ou exclu, mais justement, là, le moratoire, il s'applique pour quelle zone en tant que telle? Bien, en fait, c'est que présentement, où est-ce qu'il y avait des enjeux, c'était dans des endroits qui étaient visés par du développement. Mais là, on a retiré ces endroits-là, fait que ultimement, il y a quelle zone qui est protégée, du moins, c'est des zones probablement de moindre impact qui ne nécessitaient pas une mesure comme on voulait l'adopter. Fait que tout autre territoire, milieu naturel, pas dans le plan de conservation et pas dans les priorités de développement, bon, pourrait avoir une protection. Et alors, on est très, très loin de l'objectif. Fait qu'on a deux discours. Hein? On a le discours on veut, mais quand c'est le temps de voter, bien là, on amène des amendements qui noient le poisson, puis ça se retrouve qu'on a un moratoire vide. L'objectif ultime, c'est de faire une mise à jour du plan de conservation. Est-ce que c'est un peu ça le but? Bien, oui, il y a plusieurs choses. Je pense que tout le monde le sait que Saint-Jean-sur-Richelieu est à la croisée des chemins pour son développement. Fait que c'est, augmenter le plan de conservation pour protéger davantage le milieu naturel. Mais il y a aussi toute la question des nouveaux aménagements qui viendront. On le sait que la Ville manque
grandement, il pourrait avoir des revenus associés avec des nouveaux développements. On n'a jamais la réflexion de ce que ça veut dire un nouveau développement dans une ville. L'empreinte municipale d'un nouveau citoyen, des services que ça coûte de plus, les nouveaux quartiers, combien ça coûte et combien ça rapporte réellement. Je pense que c'est le temps qu'on ait cette réflexion-là, puis qu'on ait en priorité de protéger les milieux naturels boisés, qu'on les mette pour une fois d'une façon définitive dans un plan de conservation. Quel a été l'apport du citoyen Maxime Tremblay, qu'on voyait occasionnellement au conseil là, du temps où on avait du public, là, qui était associé évidemment au mouvement écologique dans la région ici? Quel a été son apport dans le présent dossier? Bien, Maxime Tremblay, en fait, c'est quelqu'un qui travaille depuis longtemps à sensibiliser la ville, à essayer d'amener les élus municipaux à en faire davantage. Fait que Maxime il a proposé un moratoire, mais il a aussi amené le débat sur la place publique. Puis, à la lueur des commentaires des citoyens, puis on fait aussi des consultations dans le cadre de la stratégie de développement durable, on le voit que c'est une priorité pour les citoyens. Alors, c'était le moment de faire ce geste-là, puis de l'amener au conseil municipal. Bon, dossier en parallèle, on parlait de l'île Sainte-Thérèse et du Boisé, entre autres, l'ancien camping. Vous souhaitiez aussi la mise sur pied d'un comité de travail, mais encore là, il y a eu un amendement déposé par le groupe majoritaire, si bien que la résolution a été un peu changée. Quel était l'enjeu au juste? Bien, en fait, elle a été grandement modifiée parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec le service de l'urbanisme et des loisirs, pour mettre un comité de financement sur place avec les élus, tous les élus, provinciaux, municipaux, fédéraux, pour qu'on puisse regarder les pistes de financement qui ont été creusées, cherchées de fond en comble par un comité citoyen qui est bénévole, qui est SOS La Pinède, Boisé de la Pinède. Alors, ce que j'ai voulu faire, tout comme on le fait pour le parc Ronald-Beauregard avec M. Fontaine, c'est faire un comité citoyen-ville élu pour justement qu'on fasse des stratégies pour pouvoir acquérir ces boisés-là. Et ce qu'on est venu faire, Mme Dufresne, à qui a eu la résolution plusieurs jours avant cette journée-là, puis pour qui j'ai fait des modifications, notamment en l'ajoutant sur le comité, est arrivée à la dernière minute en disant on va mettre tous les boisés là-dedans. Mais là, ce qu'il faut être conscient, c'est que c'est des citoyens bénévoles qui militent depuis plus d'1 an pour faire avancer leur cause. Puis du jour au lendemain, on leur dit, bien, ce que vous faites, vous allez le faire pour tous les boisés. Puis, tout leur travail, finalement, là, de réflexion, de plan d'affaires pour ces milieux-là, etc., mais c'est comme si là, on venait dire, bien, écoutez, c'est bien beau ce que vous avez fait, mais on va faire un comité pour d'autres choses. Mais en même temps, Mme Dufresne vote pour une résolution, pour un moratoire, en conservant les priorités de développement. Ça veut dire qu'elle autorise dans les golfs, mais elle dit qu'elle veut faire un comité de financement pour tous les milieux naturels. Il y a un peu d'incohérence, là. Je trouve qu'il y a un petit peu de jeu politique qui met fin à des bonnes intentions, puis de la participation citoyenne. Je trouve qu'on valorise pas ça, on vient d'un peu mettre fin à tout ça dans un débat politique, ce qui est triste. Bon. En même temps, on est dans une année préélectorale. Forcément, ça fera l'objet de débats et d'enjeux durant la campagne électorale. On parlait tantôt du Boisé de l'île. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Parce qu'on sait que bon, il y a un groupe citoyen qui s'est formé. Il y a une volonté, je pense que plusieurs personnes souhaiteraient voir peut-être un parc accessible au public. Il peut y avoir un potentiel de projet aussi ou de développement. Bref, en date d'aujourd'hui, au moment où l'on se parle, quel est l'état de la situation dans le Boisé de l'île? Mais là, l'état de la situation, c'est qu'il n'est toujours pas protégé. Il y a un avis de réserve pour les terrains de la Pinède. Ça, c'est ceux qui se trouvent de l'autre côté de Baillargeon, sur le bord de l'eau. Le camping en tant que tel, le lotissement ne permet pas immédiatement un développement, mais il est en zone blanche. Et il y a quelques mois, le propriétaire promoteur de ce terrain-là a demandé justement des modifications pour pouvoir développer des maisons. Fait que là, en fait, là, il y a de la pression de développement sur ces milieux-là. Puis, c'est urgent d'agir parce qu'il y a un moment donné où la ville
a des limites là, dans ce type d'échange-là avec un propriétaire d'un terrain. Alors, c'est pour ça qu'on mettait le comité de financement sur pied, parce qu'il y a une urgence spécifique à ce milieu-là, qui est un des derniers pas protégés qui a une valeur écologique. Ouais. Alors, puis c'est 14 hectares là, environ, 12-14 hectares, avec une empreinte aussi grande. Alors, ça nécessitait un comité particulier pour ce milieu-là. Surtout que les élus avaient dit qu'ils étaient pour la conservation de la pinède. Fait que c'est un peu particulier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la pinède, côté canal, elle est protégée par l'avis de réserve, mais ça a une date de fin, ça? Ça prend fin en octobre, puis on peut le prolonger 2 ans de plus. Après ça, c'est fini. Mais à chaque fois qu'on prolonge, ça place quand même la municipalité dans une drôle de position pour des négociations aussi. Mais du côté de l'ancien camping, potentiellement, il pourrait y avoir du développement. Exactement. Potentiellement, c'est pas interdit, puis c'est pas improbable. OK. Qu'en est-il du fameux boisé de la rue Maupassant, le long un peu de l'autoroute 35, l'avenue du Parc, là, dans l'autre secteur de Saint-Luc, où des gens ont vu, évidemment, il y a eu des manœuvres de construction là, qui sont en cours en ce moment. Ça, c'est un terrain qui est zoné blanc et qui est en voie de développement, c'est ça? En fait, là, je me rappelle très bien à ma campagne électorale, on s'était dépêché à passer des camions pour raser une ligne d'arbres, pour marquer qu'il y allait avoir du développement. Puis effectivement, quand j'ai été élue, je me suis rendu compte qu'il y a eu justement un échange quand ils ont voulu protéger le boisé, parce que toute la partie centrale, c'est tout protégé, c'est dans le plan de conservation. Puis il y a eu un échange avec les propriétaires des terrains en disant, bien, nous, on va protéger tous les terrains au milieu, mais vous pourrez développer, par exemple, les 10 ou 11 maisons qui restent sur cette rue-là. Puis là, la Ville disait que c'était pour régulariser la fin de rue des Chardonnays, etc. Alors, tout ça a été négocié de bonne foi, entériné en 2015, le plan de développement, tout était fait, là. Fait que quand ils sont revenus en 2019, c'était ultimement pour demander l'autorisation au ministère de l'Environnement. Et après ça, ils ont revu le lotissement pour on a ajouté des espaces en milieu naturel puis un bassin de rétention. Puis je pense qu'on a diminué le nombre de maisons de 1 ou 2. Puis pour contrer un peu cet effet-là, bien, j'ai demandé qu'on adopte un règlement pour protéger tous les arbres en cour arrière, c'est-à-dire que les propriétaires pourront abattre les arbres seulement que pour l'implantation de la maison, puis certains arbres là, qui sont malades ou qui ne pourront pas subsister là, à long terme. Marie-Lynne Charbonneau, merci beaucoup. Bien, merci, ça fait plaisir. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on parle de la semaine de sensibilisation à la déficience intellectuelle. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Alexis Barrière qui fait ses débuts en pro à la boxe et en deuxième partie au jeu au golf avec Mark Fraser de l'Expo Golf. Et que j'ai hâte. Ah! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Du 21 au 27 mars, c'est la semaine de sensibilisation à la déficience intellectuelle. Il y a même aussi une journée qui est dédiée à la trisomie là, durant cette semaine. 2 invités pour parler de cette semaine en studio avec nous, Mme Manon Boudriau. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée à distance, parce qu'évidemment, notre protocole fait qu'on accepte une seule personne en studio avec la COVID. Roxane Claude-Poirier, qui est présidente du comité des usagers du SRSOR du 6 de la Montérégie-Ouest. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
Bon, tout d'abord, Manon Boudriot, c'est drôle parce que à pareille date, l'an passé, on devait se voir. Oui. On avait une entrevue qui était bookée le mardi 17 mars. Puis malheureusement, avec la COVID, on a annulé tout ça, puis on connaît la suite, évidemment. Parce que vous, l'an passé, vous aviez évidemment prévu de souligner la semaine avec des activités et tout ça. Bref, malheureusement, rien de ça s'est passé, là. Non, on avait un bel événement le 21 mars parce que c'est la journée de la trisomie 21. Fait qu'on avait fait un événement où il y avait environ pas loin de 100 personnes, des mamans, des parents, des enfants déficients qui venaient cette journée-là. On soulignait la déficience intellectuelle. On avait fait un PowerPoint fait par le parrain archevêque Sarah qui nous avait fait ça. On avait des témoignages, des parents qui témoignaient, des personnes elles-mêmes qui venaient témoigner en avant. Et bien, j'avais une chance, j'avais tous les emails. Fait que je me suis mis sur l'ordinateur, puis j'ai tout envoyé un email comme quoi on avait le droit jusqu'à 100, mais en déficience intellectuelle, on sait que ces personnes-là, ils sont fragiles. Ouais. Le système immunitaire est plus faible, donc c'est pas le temps de C'est faire clair. un événement puis qu'il y ait quelque chose, là. Fait que on a tout arrêté. Mais on avait c'était gentil, il faut les remercier cette année, on avait quand même beaucoup de personnes nous avaient donné des cadeaux, des cafés, des coiffeuses, des massothérapeutes. Puis on les a fait tirer cette année, le 6 novembre, on a fait un envoi pour l'Assemblée générale du comité des usagers. Il y avait 10 personnes, puis on a fait tirer les cadeaux cette journée-là. On n'a pas passé les noms dans le Canada, puis j'ai pas eu de signature de tout le monde. Puis mais on voulait, cette année, souligner quand même que ça existe encore, la déficience intellectuelle. Madame Roxane, comment on souligne cette année, cette semaine-là, encore une fois, où il y a des contraintes sanitaires, là? On va pouvoir le faire un petit peu par Zoom. Il y a des activités qui sont prévues, qu'on voudrait peut-être prévoir là, par Zoom, exactement. Puis sur la page Facebook aussi, on va pouvoir publier des choses. Donc, vous allez être à même quand même de faire vivre la semaine de la déficience intellectuelle, mais autrement. Donc, on y va davantage en mode virtuel, ce que je comprends. Oui, tout à fait. Bon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, Manon, là, durant la semaine du 21 mars? Comme dit Roxane, là, on est en mode virtuel, mais bref, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On va passer beaucoup de données sur Facebook. Comme là, on va vous parler d'un centre d'activité que des jeunes mères, des parents de la région veulent mettre en place. On travaille pour mettre ça. Grâce à M. Lemieux, on va le dire, il est gentil. Il nous a donné... Puis, pour commencer l'émission, Éric, est-ce que tu me permets? Oui. Parce que moi, j'avais contacté M. Lemieux pour faire remercier les parents à la TV, tous nos parents. Fait que moi, je vais remercier tous les parents, les mamans, qui ont à leur charge une personne déficiente intellectuelle, trisomique, ou même les TSA qui, pendant la COVID, ont été privés de services puis qui ont eu souvent à la maison 24 heures sur 24, les enfants avec eux autres. Puis sinon, en ressources intermédiaires, en ressources de type familial ou en ressources d'assistance continue, ils n'ont même pas pu avoir leurs enfants à Noël, les parents, là. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça, notamment au printemps. Bon, il y avait toutes sortes d'industries qui étaient impactées. Puis à un certain moment, je pense à ça. Je dis, bon, je sais pas, j'avais un fixe, là, je pensais à l'école Marie-Rivier. Là, je me suis dit, les parents de ces enfants-là, ils font quoi? Puis même pour les plus vieux, là, qui avaient peut-être un travail ou d'autres types d'occupations ou de rendez-vous. Roxane, c'était quoi l'impact sur les parents de ces personnes qui vivent avec la déficience intellectuelle, l'impact de la COVID sur eux-mêmes et sur les parents aussi? Bien, c'est beaucoup de désorganisation. Si on pense à ceux que les enfants restent à la maison, qui sont privés de sortie, bien, qui ne peuvent plus sortir comme avant dû aux fermetures et tout ça, c'est quand même difficile là, d'être confiné pour quelqu'un qui est différent comme ça. C'est de la désorganisation, ça peut être des crises, c'est vraiment pas facile à ce niveau-là. Puis pour ceux qui sont en centre d'établissement, c'est pas plus facile non plus d'être confiné dans sa chambre 2 semaines après avoir sorti. C'est les mesures, sauf que c'est difficile. Mais tu sais, moi, je me dis, tu sais, c'est dur pour nous, là. Mais j'imagine pour quelqu'un qui est un peu désorganisé, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, là, on ne peut pas sortir. Pourquoi? On a fait beaucoup d'interventions des parents
une mère qui m'appelait, qui me disait « Ça fait plus d'1 an que j'ai pas eu de répit de fin de semaine. J'ai un enfant avec un trouble de comportement grave, là, que ce soit TSA ou déficient, il y en a. Il n'y a pas de répit. Mais ça va-tu revenir? Ça se peut-tu? » Ça l'a rouvert dernièrement, là, le mois peut-être. Là. Mais une chance que, bon, je ne suis pas politicienne, mais une chance que M. Trudeau ait fait aussi, comme Roxane, elle ne peut pas retourner travailler. Elle a son frère chez elle. Ouais. Puis son frère, il n'y a pas de service. Fait que son chum travaille. Qui s'occupe de son frère? Son frère aîné, il a 42, je pense. Le 17, lui, là. Ouais. Puis, fait que chez eux, là, présentement, elle essaie de percer une business maison pour pouvoir s'en occuper à la maison. Donc, votre propre exemple, Roxane, ça ressemble à quoi, dans le fond, les impacts de la pandémie pour vous? Moi, j'avais un job que je travaillais depuis 2004 à la même endroit. Puis là, il y a des conflits d'horaires, en fait, parce que je faisais du 40 heures semaine. Puis là, c'est plus possible d'offrir ça. Avec Sébastien, c'est plus difficile, surtout qu'il y a une maladie des reins en plus. Donc, j'ai carrément quitté mon emploi pour m'investir, dans le fond, à partir d'une business où est-ce que je pourrais l'impliquer là, avec moi. Là. C'est vraiment... C'est un gros changement, mais je suis motivée. Il faut trouver des solutions, finalement. Et pour vous, Manon, votre propre impact avec votre fils, Yann? Moi, mon fils Yann, il est chez moi présentement aussi. Il va avoir 40 ans, le 19. Sébastien, c'est le 17, puis Yann, c'est le 19. On se suit. Moi, c'est sûr que j'avais 6 jours par semaine aussi à la maison. Ça l'a repris tranquillement. Au lieu d'être 3 fois par semaine, c'est maintenant 1 fois, de 8 à 2. Puis c'est 1 fois, puis ils sont 3, puis avec une personne. Puis, il y a beaucoup de parents qui ont dû rester à la maison parce que les services sont coupés. Il y en a moins. Avant, on était à une place, il y était 20 dans une journée. Maintenant, ils sont 6. 3 dans un salon avec une éducatrice, puis 3 sur l'autre bord avec une éducatrice, avec une distanciation pour pas qu'il arrive rien. Fait que on est pris avec moins de services. Là, c'est la COVID. Puis je connais des parents que les enfants travaillaient d'une entreprise de bois à Iberville. Son jeune travaillait là, ça devait faire 10 ans. Puis comme il y a une déficience, toute l'entreprise a le prix, mais la déficience intellectuelle, c'est à la maison. Parce que c'est dangereux. Si on attrape la COVID, notre système immunitaire est plus faible, beaucoup plus faible. Ouais. Fait qu'on n'est pas certain des conséquences. Fait que ils sont à la maison ou en RI, puis ils peuvent quasiment pas sortir. Roxane, est-ce que les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle arrivent à comprendre un peu ce qui se passe en ce moment? Si je prends exemple pour mon frère, c'est sûr qu'il y a différents degrés de déficience intellectuelle. Ouais. Mais si je prends la comparaison avec mon frère, il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus voir son monde proche, il ne comprend plus pourquoi il ne peut plus aller dans les maisons. Non, effectivement, ce n'est pas vraiment bien compris. Là. Ouais. C'est assez limité, oui. Bon, même chose pour vous, Manon? Ben oui, puis c'est plate à la maison, hein? Une chance qu'il y a des amis gentils. La semaine passée, il a décidé qu'il appelait tout le monde qui connaissait qui avait un numéro de téléphone. Wow! Il s'ennuie, c'est plate. Ouais. Mais il y a quand même des choses qui sont ouvertes. Moi, je sais que le parrainage civique, il fait du Zoom, puis il aime ça. C'est ce soir, son Zoom, puis non, c'est demain. Je ne me rappelle plus, là. C'est le mardi. Zoom. Oui, il aime ça, Zoom. Il parle avec ses amis. Oui. Là, vous voulez nous parler d'un projet, d'un centre d'activité. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est des parents de la région, dont Roxane. Et Roxane est plus loin, elle est à Valleyfield, là. Ouais. Mais un pauvre Guérin, le comité des usagers, on va loin. On a toute la montée du J-Ouest. Hein? Puis c'est un groupe de parents, donc on a décidé, ça fait longtemps qu'on se rencontre, puis on se dit, il manque. Il y a beaucoup de services, mais il n'y a pas nécessairement des services. Tu sais, c'est comme autrefois, là, tes enfants ne pouvaient pas être un artiste. Mon fils est un artiste, puis il veut être un artiste, puis il a tout fait pour être un artiste. Et sa maman l'a épaulé, là, jusqu'à une limite, là. Fait qu'on a tous des mamans, puis il y en a d'autres, c'est chanter, l'autre, c'est danser, d'autres, c'est de la musique. Il y en a qui c'est faire des dessins, il y en a qui c'est une belle écriture. Je disais, pourquoi, au lieu de faire une affiche toute électronique, pourquoi on ne le fait pas manuellement avec une belle écriture? Puis, fait qu'on a décidé nous autres, on aimerait ça un centre d'activité artistique. C'est sûr. Ça peut être de la couture, ça peut être des chandelles pour vous mettre ces tables. On va faire des spectacles, on voudrait monter des spectacles qui deviennent des vrais artistes si ça le tente. Pourquoi qui n'ont pas le droit, eux autres? Là? Un beau Star Academy en DI, là, tu sais, ce serait bien le fun, hein? Et là, le député de Saint-Jean, Louis Lemieux, vous a donné un coup de main là-dessus? Là, il nous a donné un coup de main, il nous a donné des places à aller voir qui pouvaient nous ressembler pour qu'on regarde si on part une entreprise, là, si on part une association.
Ou ailleurs, on a reçu en même temps qu'il y avait des argents qui vont descendre, oui, qui vont descendre. Si on cherche la place où s'inscrire, il faut que la personne veuille faire ça, pas les parents, là, parce que c'est nos jeunes qui veulent faire, c'est pas nécessairement les parents. Là. Des fois, il faudrait bien s'asseoir, nous autres aussi, mais regarde. Fait que, il semblerait que ça va déboucher certaines choses. Fait que, on cherche comment s'y rendre, puis Puis là, c'est pour ça que je vous ai donné un beau Gmail, là, le centre d'activité artistique. On ne répondra pas à tous les jours, là. On va mettre à l'écran l'adresse. On dit au monde, là, explique-nous, toi, qu'est-ce qui te manque, si ça tente, là, parce qu'il y avait des parents qui veulent, puis on est prêts à faire du bénévole, à lui apprendre à faire à manger, à mesurer, parce qu'on veut maintenir toujours les acquis. Le temps file. Madame Roxane, je vous laisse le mot de la fin. Quel message que vous voulez passer à la population avec cette semaine de la déficience intellectuelle? Bien, moi, en fait, je voudrais surtout souligner l'extrême résilience des parents et des proches qui ont dû faire face à tous ces chamboulements-là. Des habitudes qui sont souvent très difficiles, comme je disais tantôt, là, à gérer pour nos personnes aux besoins particuliers. Bien, à vous deux, merci infiniment. Puis bien content de vous entendre. Je pense que c'est important de... on a une pensée pour bien du monde dans la société en ce moment, mais oui, effectivement, cette clientèle-là, c'est difficile, là, la COVID. Difficilement, puis elle est oubliée dans les dernières années. On n'en parle plus. On n'en guérit pas de déficience. C'est toujours là. Un gros merci. Merci, Éric. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Petit rappel, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu dans la région. Collecte de sang, c'est la semaine prochaine, 22, 23, 24. C'est au Centre des aînés Joannais à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la collecte de sang du maire et des conseillers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain.